sorcellerie de l'écrivain. Comme promis, je vais vous faire un cycle de plusieurs vidéos sur les sagas qui sont en cours, les sagas qui me donnent envie de les lire, donc que je n'ai jamais lues, ou les sagas que j'ai envie de relire. Bonjour Gabi. Elle a faim, mais il y en a plein la gamelle. C'est le paradoxe du chat. Donc là, j'ai 7 intégrales. J'ai 7 intégrales de livres, de sagas différentes qui sont toutes dans de la fantaisie. Je vais te foutre dehors. Il y a certaines qui sont des sagas un peu au long cours, donc où je n'ai que la première intégrale. Et pour l'une d'elles, il me semble qu'il y a une autre trilogie ensuite, mais sans que cela suive les mêmes personnages. Donc, cessons de parler et on vous les présente. Gabi fait des câlins, donc ça bouge. Hein. Alors, on commence par La tapisserie de Fionavar de Guy Gavriel Kay. Donc, Gavriel, avec un V. Alors, je vais sans doute le répéter beaucoup au cours de cette vidéo, mais je suis très fan des intégrales de chez J'ai lu, qu'elles soient en romance, donc là j'ai vu notamment les Bridgerton, les Rokesby, les Smith de Julia Quinn, mais j'ai vu également des Lisa Kleypas, il me semble. Je crois que les Hathaway sont disponibles en intégrale. Oh, j'ai un marque-tapage du Théâtre de la Fleuriette 2013. Donc ça veut dire que je l'ai sans doute acheté en 2013. Vous voyez, depuis le temps qu'elle est dans ma bibliothèque. Donc, c'est une magnifique intégrale comme ça. Et alors, c'est illustré par Johan Blais et des romans traduits par Elisabeth von Arburg. Von Arburg, j'écorche peut-être le nom. Je trouve que ce qui est très bien dans ces intégrales-là, déjà c'est qu'elles sont pas très chères. Celle-là coûte 17,90 €. Et il y a à l'intérieur, il y a 3 livres. Donc ça fait un beau petit bébé de 1157 pages et c'est pas le plus gros. Je vous dis juste donc, il y a un petit pitch par rapport à Guy Gavriel Kay, l'auteur. J'ai mis Gabi dehors, elle était trop chiante. Donc, La tapisserie de Fionavar, l'intégrale de Guy Gavriel Kay. Il y a je ne sais pas comment on dit le petit rebord là comme ça, un petit pitch sur la trilogie et l'auteur. Rendu célèbre par la trilogie de La tapisserie de Fionavar, dont il entama l'écriture alors qu'il travaillait à l'édition posthume du Silmarillion de J.R.R. Tolkien, le Canadien Guy Gavriel Kay a par la suite produit quelques-uns des plus grands chefs-d'œuvre de la fantaisie historique. La chanson d'Arbonne, Tigane, la mosaïque de Sarens. Cette intégrale comprend les romans initialement parus sous les titres suivants: L'arbre de l'été, Le feu vagabond et La voix obscure. Et il y a un tout petit pitch dans l'autre côté. Notre terre n'est que le pâle reflet d'un monde plus ancien, Fionavar, le grand univers, dans lequel 5 étudiants, Kim, Dave, Jennifer, Paul et Kevin, se retrouvent inopinément projetés. Guidés par le mage Lorraine Mantel d'Argent, ils vont devoir prendre position dans la guerre éternelle qui oppose les forces de la lumière et celles des ténèbres. Alors, nous avons donc... Tigane est également publié chez J'ai lu. On a une carte de l'univers de Fionavar, comme souvent dans les univers de fantasy. L'arbre de l'été est dédié à la mémoire de ma grand-mère, Tania Pollock Burstein, dont la pierre tombale porte l'inscription « Belle, aimante et aimée » et qui était tout cela. Je trouve ça très beau. Dans un labeur d'une étendue impressionnante, des dettes également impressionnantes semblent s'être accumulées. On ne peut toutes les énumérer ici, mais un certain nombre de personnes doivent se voir attribuer la place qui leur revient au début de la tapisserie. J'aimerais remercier Sue Reynolds pour l'image qu'elle a su donner de Fionavar, et mon agent John Duff qui m'a accompagnée depuis le début. Alberto Manguel et Barbara Czarnecki
m'ont prêté leur capacité de conseiller littéraire et Daniel Shapiro m'a trouvé une sonate de Brahms pour m'aider à créer une chanson. Je dois aussi, et avec une reconnaissance encore plus profonde, nommer ici mes parents, mes frères et Laura, avec tout mon amour. Je trouve ça beau. Donc il y a une liste de personnages qui n'est pas non plus énorme. Je peux peut-être vous lire juste le prologue, il fait un peu plus de 2 pages. Je vais vous lire le prologue, ça va peut-être vous donner envie de le lire. Donc n'hésitez pas à me le dire si vous l'avez lu ou si vous prévoyez de le lire, si vous avez entendu quelque chose dessus. J'ai succombé à la beauté de la couverture. Regardez au niveau de la texture, je ne sais pas si vous voyez bien comme ça brille, mais on dirait que c'est sur une toile. Je trouve ça vraiment sympa. Donc, je vous lis le prologue du premier livre, L'Arbre de l'été. Quand je vais retrouver ma page. Après la guerre, on l'enchaîna sous la montagne. Afin d'être prévenu s'il tentait de s'échapper, on façonna par art et par magie les 5 pierres de garde, la dernière création de Gin-Sera et la plus précieuse. L'une des pierres traversa la rivière Sarenne pour aller dans le sud, au Catal. Une autre alla en Éridou, par-delà les montagnes. Une autre encore fut confiée à Révor des Dalreilles, dans la plaine. La 4e pierre de garde, Collan l'emporta chez lui. Collan, fils de Conary, désormais très haut roi à Paras d'Herval. La dernière pierre fut acceptée en partage, mais avec grande amertume, par les survivants brisés des Lios Alphar, de ceux qui étaient venus guerroyer avec Ra-Termen. À peine un quart s'en retourna au pays obscur après les pourparlers au pied de la montagne. Ils emportaient la pierre et le corps de leur roi, eux auxquels les ténèbres portaient la plus grande haine, car leur nom signifiait lumière. De ce jour, peu d'humains purent se vanter d'avoir vu les Lios, sinon peut-être en ombre fugitive à l'orée d'un bois, lorsque le crépuscule surprenait un fermier ou un charretier sur le chemin de sa demeure. Pendant un certain temps, on dit parmi les gens du peuple que tous les 7 ans, un messager empruntait des chemins secrets et venait s'entretenir avec le très haut roi à Paras d'Herval. Mais avec le passage des années, ces rumeurs s'estompèrent, comme toutes les rumeurs dans la brume d'une histoire à demi oubliée. L'ouragan des années emporta des âges et des âges. Partout ailleurs que dans les lieux de savoir, Conary lui-même n'était plus qu'un nom, comme Ra-Termen. Oubliez aussi la chevauchée de Révor à travers le Danilot, lors de la nuit au crépuscule écarlate. Devenue chanson pour les nuits d'ivrogne dans les tavernes, elle n'était ni plus vraie, ni plus fausse que les autres chansons à boire, et ni plus ni moins encourageantes. Car il y avait d'autres hauts faits à chanter, des héros plus jeunes à regarder parader dans les rues des cités et les corridors des palais, et au nom de qui lever son verre auprès de la cheminée, dans les tavernes des villages. Des alliances se faisaient et se défaisaient. On déclenchait de nouvelles guerres pour panser d'anciennes blessures. Des triomphes éclatants consolaient des défaites passées. Les très hauts rois se succédaient, parfois par droit de naissance, parfois par droit d'épée. Et pendant tout ce temps, pendant les petites guerres comme pendant les grandes, sous l'égide des chefs puissants comme des chefs timides, pendant les longues et vertes années de paix, quand les routes étaient sûres et les moissons abondantes, pendant tout ce temps, la montagne sommeillait, car les rituels entourant les pierres de garde étaient préservés alors même que tout le reste se transformait. On surveillait les pierres, on entretenait les feux Naal, et jamais les pierres de Gin-Sera ne changèrent de couleur, jamais ne résonna la terrible nouvelle qu'elles avaient viré du bleu à l'écarlate. Et sous la grande montagne, le mont Ranga aux épaules de nuages, dans le nord ravagé par les tempêtes, une silhouette se tordait dans ses chaînes. Un être rongé par la haine et poussé au bord de la folie, mais qui savait trop bien que les pierres donneraient l'alarme s'il déployait ses pouvoirs pour se libérer. Mais il pouvait attendre. Il était hors du temps, inaccessible à la mort. Il pouvait ruminer sa revanche future et ses souvenirs, car il se rappelait tout. Il pouvait tourner et retourner dans son esprit le nom de ses ennemis, tout comme il avait joué de ses mains griffues avec le collier ensanglanté de Ra-Termen. Mais par-dessus tout, il pouvait attendre. Attendre, tandis que les cycles humains tournaient comme la roue des étoiles, tandis que le fardeau des années transformait les constellations elles-mêmes. Viendrait un temps où la surveillance se relâcherait, où l'un des 5 gardiens manquerait à son devoir. Alors, dans le plus sombre secret, il pourrait utiliser sa force pour mander de l'aide.
Et un jour viendrait où Rakot Mogrim serait à nouveau libre en Fionavar. Et sous le ciel, et sous le soleil et les étoiles du premier des mondes, 1 millier d'années passèrent. Ah, j'adore! C'est trop bien! Alors, si ça vous intéresse, grosso modo, le premier livre fait 300 pages, le deuxième à peu près pareil. Non, il est plus petit, le deuxième. Et le dernier fait un bon 450. Mais bon, là, c'est en poche. Mais c'est pour vous donner un ordre d'idée en termes de taille du truc. Et ben, j'aime bien, franchement. Il y a un côté très chevalerie. Je sens qu'on sent un petit peu l'empreinte aussi de Tolkien avec un méchant. Enfin, il y a vraiment le bien et le mal. Enfin, c'est comme ça que je le perçois en tout cas. Franchement, j'ai vraiment envie de le lire. Et je l'ai dans la bibliothèque. Je vérifie juste, je crois que la tapisserie de Fionavar, c'est bien 3 livres et c'est tout. Mais tais-toi, adblock. La tapisserie de Fionavar. Comme ça, je vais vous dire si... je vais vous dire s'il y a d'autres livres dans ces... non, c'est une trilogie, point barre. C'est une trilogie qui a été publiée de 84 à 86. Donc, et qui a été publiée d'abord chez Pygmalion en 96-97. J'ai l'impression que Pygmalion récupérait pas mal d'ouvrages de fantasy. On va passer à une première intégrale. Je vous récupère en vidéo, sinon je vais me perdre. Les Annales de la Compagnie Noire de Glenn Cook. C'est la première intégrale qui coûte 18,10 €. L'illustration de couverture qui est sombre, noire, est de Samuel White. Et c'est des romans traduits de l'anglais par Patrick Couton et Alain Robert. Je vous redirai, parce que donc, les Annales de la Compagnie Noire, c'est un sacré paquet de bouquins, donc je vous dirai combien il y en a. Glenn Cook est né à New York en 1944. Il peut se vanter d'avoir durablement marqué la fantaisie, tant dans leur forme que par leurs propos d'une noirceur sans égale. Les Annales de la Compagnie Noire font partie de ces œuvres dont on dit qu'il y a un avant et un après. Le présent recueil rassemble les 3 premiers volumes du cycle, La Compagnie Noire, Le Château Noir et La Rose Blanche. Donc là, il n'y a pas de prologue, on se jette directement. J'ai l'impression qu'ils ont essayé de... Donc c'est une intégrale qui fait un peu plus de 1100 pages. Un petit pitch. On dit que les mercenaires n'ont pas d'âme, mais ils ont une mémoire, la nôtre. Celle de la dernière des compagnies franches de Catovar, vous la tenez entre vos mains. Ce sont nos entrailles, chaudes et puantes, étalées là devant vous. Vous qui lisez ces annales, ne perdez pas votre temps à nous maudire, car nous le sommes déjà. Eh bien, ça met dans l'ambiance, dis donc. Donc, il n'y a pas de prologue. On se lance directement dans le premier chapitre. Donc, je vais évidemment pas vous le lire en entier. Donc, ce livre est dédié aux membres de la Société de science-fiction de Saint-Louis. Je vous embrasse tous. Le premier chapitre s'appelle Le Légat. Je vais vous en lire un petit bout. Allez jusque là. Ça fait une petite page. Comme ça va mettre dans l'ambiance. Et après, je vais vous dire combien il y a de volumes au total et combien il y a de volumes en intégrale. Ce qui m'intéressera également parce que si ça me plaît, évidemment, j'achèterai la suite. Alors, Le Légat. Les prodiges et les présages n'ont pas manqué, s'il faut en croire qu'un œil. C'est de notre faute si nous les avons mal interprétés. Le handicap de qu'un œil ne diminue en rien son talent merveilleux de visionnaire a posteriori. La foudre était tombée d'un ciel dégagé sur la colline nécropolitaine. Un seul éclair avait frappé la plaque de bronze qui scellait la tombe des Forvalaka et aboli pour moitié le sortilège de réclusion. Il avait plu des pierres, des statues avaient saigné, des prêtres de plusieurs temples avaient signalé des victimes sacrificielles sans cœur ni foi. L'une d'elles s'était échappée après qu'on lui avait ouvert les entrailles et n'avait jamais été rattrapée. À la caserne de la Fourche, cantonnement de
cantonnement des cohortes urbaines, l'image de Theu s'était complètement retournée. 9 soirs d'affilée, 10 vautours noirs avaient volé en cercle autour du bastion, puis l'un d'eux avait expulsé l'aigle qui occupait le sommet de la tour de papier. Les astrologues avaient refusé toute interprétation, craignant pour leur vie. Un devin fou avait parcouru les rues en annonçant la fin imminente du monde. Au bastion, non seulement l'aigle avait pris le large, mais le lierre des remparts extérieurs s'était flétri pour céder le terrain à une plante grimpante, noire d'aspect, sauf à la lumière intense du soleil. Mais c'est tous les ans la même chose. Les imbéciles voient des présages en n'importe quoi, après coup. Nous aurions dû davantage nous méfier. Nous disposions de 4 sorciers moyennement doués pour nous prévenir contre les lendemains ravageurs, mais pas compétents, loin de là, au point de savoir lire l'avenir dans des entrailles de moutons. Les meilleurs augures restent quand même ceux qui lisent dans les présages du passé. Ils accumulent des masses phénoménales d'archives. Béryl, perpétuellement chancelante, menace à tout moment de basculer dans un précipice de chaos. La reine des cités précieuses est vieille, décadente, démente. Elle empeste la dégénérescence et la pourriture morale. Seul un imbécile s'étonnerait de tout ce qu'on voit se faufiler la nuit dans ces rues. Eh bien, j'aime beaucoup la différence de ton entre les 2 premières intégrales, là, entre la plume de Guy Gavriel Kay, qui me rappelle un petit peu celle de Tolkien, quelque chose de joli, etc. Et Glenn Cook qui a plus les mains, entre guillemets, dans la fange ou dans les boyaux, avec un langage moins châtié. Moi, ça ne me dérange pas. Si vous voulez, au niveau de l'écriture dans un livre, le registre peut être soutenu sans souci, tout comme complètement quotidien, voire vulgaire, populaire, etc. Je m'en fous complètement tant que ça m'emporte. Je vais vérifier du coup les annales de la Compagnie Noire. Alors, je vais aller sur Booknode. Il y a 14 tomes, donc c'est 14 tomes uniques. Et franchement, en poche, chez J'ai lu, ils sont vraiment très beaux aussi. Il y a 4 intégrales pour le moment. La dernière est sortie en 2016, donc je pense que tout est sorti. 4 x 3, 12. Donc il doit y avoir quelques beaux bébés vu qu'il y a 14 livres. Donc voilà. Et ben moi, ça me plaît bien. Allez, comme on est bien chez J'ai lu, on va rester chez J'ai lu. Ben là, il y a 5 intégrales. Voici la première intégrale de La Couronne des 7 Royaumes de David B. Coe. Et c'est assez crépusculaire aussi. Je pense qu'on est dans de la dark fantasy comme pour les Annales de la Compagnie Noire. Donc, pardon. Oh, illustration de Marc Simonetti qui, il me semble bien, est également l'illustrateur des intégrales pour Le Trône de fer de Georges Martin. Traduit de l'anglais par Sophie Troubac. Cadet de 4 enfants, David B. Coe a grandi dans l'État de New York. Diplômé d'histoire de l'université de Stanford, il excelle à mettre en scène une fantaisie sombre qui fait la part belle aux intrigues de cour, où duplicité, diplomatie et trahison font bon ménage dans la droite lignée de la saga du Trône de fer de George R.R. Martin. Ce recueil contient les ouvrages précédemment parus sous les titres Le complot des magiciens et Le prince Tavis. C'est joli, hein? Elle est moins chère, celle-là, comme il y en a que 2, elle est à 13,90 €. Un petit pitch. On a toujours répété au jeune Tavis de Kurg qu'il hériterait du titre et des terres de son père. Pourtant, le divinateur Kirsi, chargé de sa révélation, lui prédit un tout autre avenir bien plus sombre, dont le premier acte baigne dans le sang d'une innocente. Commence alors pour le jeune homme une épopée tragique et merveilleuse dont l'enjeu se confond avec celui du monde, sur le point de connaître ses plus terribles heures. C'est effrayant. Donc La Couronne des 7 Royaumes, c'est 10 romans. Donc 5 intégrales chez J'ai lu. Elles sont peut-être pas si chères que ça, parce que le Glenn Cook, il était à 18 €. Je pense que Shannara sera plus gros. Nous avons donc une petite dédicace, encore une fois, pour Nancy, présente à mes côtés au départ de chaque nouveau voyage. C'est trop mignon.
Une petite carte, comme souvent dans les ouvrages de fantaisie. Prenez-en de la graine. Une autre petite carte. J'aime bien moi les cartes. Première partie. Alors il y a le premier paragraphe s'appelle Galdasten, Eibitar, année 872, cycle de Morna. Ça a l'air de commencer dans une taverne. On le lit un peu. Ébloui par la clarté du chemin poussiéreux et les champs baignés de soleil, Pitor prit le temps de s'accoutumer à l'obscurité. Sur le seuil de la taverne, il attendit que les silhouettes familières se dessinent. Le bar de bois sombre et taché, flanqué de ses hauts tabourets, les tables grossières avec leurs fauteuils bas, les piliers massifs qu'on aurait dit écrasés par le poids du plafond affaissé, et bien sûr, celles de Levant, chauve et corpulent, dressées derrière le comptoir. Les relents de bière et de viande grillée ne parvenaient pas à masquer une odeur de tabac. Reconnaissant celui que Marthe fumait dans sa pipe, Pitor comprit qu'il n'était pas le premier. « Tu commences tôt aujourd'hui, Pitor » lui lança Levant, en remplissant une chope avant de la poser sur le comptoir à sa place habituelle. Pitor s'installa sur son tabouret et but une longue gorgée. « Épargne-moi tes commentaires, Levant, et contente-toi de me servir. » La pièce d'argent tinta sur le bar. Le tavernier haussa les épaules. « Oh, moi, ce que j'en dis !» Pitor vida son verre, le posa lourdement et le poussa vers Levant. D'une main, il lui fit signe de le resservir. De l'autre, il essuya sa moustache. « On dirait que tu as soif aujourd'hui, Pitor, » remarqua une voix dans son dos. Il se tourna. Mar était assis à l'une des tables du fond. La fumée de sa pipe flottait au-dessus de sa tête tandis que des volutes plus légères auréolaient son visage émacié. « Depuis quand mon penchant pour la bière est-il un sujet de conversation ?»« Ne t'énerve pas, Pitor, c'était seulement pour bavarder. Viens t'asseoir. » Pitor but une nouvelle gorgée. Mar n'était pas un mauvais bougre. Autrefois, quand Cara était encore en vie, ils passaient beaucoup de temps ensemble. À la mort de Stéphan, Mar et Tris, sa femme, les avaient soutenus. À dire vrai, bien plus que beaucoup d'autres. Pendant qu'il soignait Cara, il s'était occupé de ses récoltes et de son bétail et avait continué même après que la mort l'eût emporté à son tour. Depuis, malgré ses manières brusques et son tempérament ombrageux, Mar n'avait pas cessé d'être un ami. Je vais m'arrêter là. J'en ai entendu parler de David Bicot sur... et probablement des deux autres livres aussi sur la chaîne Les Mots de l'Imaginaire que je vous conseille très très fort. Mais je les ai achetés depuis un bail, hein, parce que il y avait un marque-tapage de 2013 quand même, hein, c'est noté. 2012, la saison 2012-2013 du Théâtre de la Fleurier à Carquefou. Une intégrale solo, il me semble, Les Rois Dragons de Stephen Dees, avec une magnifique illustration de Johan Blais, qui a déjà fait une autre couverture là, et c'est traduit de l'anglais par Françoise Dolicy. J'aime beaucoup, beaucoup ces intégrales. On dirait qu'il est fondu dans la montagne, le dragon. Vous trouvez pas? Regardez, je vous refais le tour. Dragon, montagne. C'est des dragons montagnes. Né en 1968 au Royaume-Uni, ingénieur en aérospatial, s'il vous plaît, Stephen Dees signe avec la trilogie des Rois Dragons une grande fresque de fantaisie qui n'est pas sans rappeler le trône de fer par la noirceur de ses personnages, l'intelligence de ses intrigues et la puissance d'évocation de son univers. Cette intégrale comprend les volumes initialement parus sous les titres Le Palais Adamantin, Le Roi des Cimes et L'Ordre des Écailleux. Les écailleux, est-ce que c'est à cause des dragons qui ont des écailles? Oula putain. Je vous montrerai après. Un petit pitch. Jadis, les dragons dominaient le monde. Mais un jour, les hommes ont découvert un moyen de les asservir, de les réduire à l'état de dociles montures. Les siècles ont passé, les hommes ont prospéré, bâti de puissants royaumes, mais ils ont oublié la nature profonde des créatures qu'ils chevauchent. Il suffirait que l'un d'entre eux prenne conscience de sa puissance et de ce qu'il fut autrefois pour que l'ordre du monde bascule à nouveau.
Bah, quand on a une énorme monture de la taille d'un dragon qui potentiellement crache du feu, il va falloir se méfier, hein, c'est pas un canasson. Nous avons donc les puissances du royaume avec un superbe arbre généalogique ou organigramme. C'est l'organigramme de l'entreprise du royaume. J'ai trop d'humour. Nous avons une carte avec le royaume des dragons, avec des aires, des cités et des villes. Et un petit prologue. Il n'est pas très long, hein, je peux vous le dire. Je vous dirai ensuite, je vérifierai si c'est entre guillemets un trichot ou pas. One, two, three. Prologue. Géal. Recroquevillé dans un sac de sel, le prince Géal comprit que le dragon allait prendre son envol. L'esprit du jeune homme voyait à la place de ses yeux, avec exactitude et précision. Il ressentit chaque enjambée de la bête qui accélérait, puis sut qu'elle allait s'élancer dans les airs en déployant ses ailes une fraction de seconde avant qu'elle le fasse. Le dragon prit de l'altitude et Géal eut l'impression de tripler de poids. Le sac dégageait une légère odeur de viande pourrie. Géal se tortilla et s'étira du mieux qu'il pouvait, mais il ne fallait pas espérer trouver une position confortable dans cet espace minuscule. Cette odeur le mettait mal à l'aise, et il devait respirer lentement pour réprimer la vague de panique qui le menaçait. Il n'aimait pas les lieux exigus. À quoi pouvait bien servir ce sac d'habitude? À transporter le casse-croûte du dragon? Je suis peut-être le casse-croûte du jour? Cette pensée absurde l'apaisa. Quoique aussi perspicace que n'importe qui, la reine Alifera s'était entichée de lui. Géal avait appris à reconnaître ce genre de sentiment, même chez une reine dragon. La bête interrompit son ascension et se mit à planer. Officiellement, Géal était souffrant. Il avait consacré beaucoup d'efforts à cette soi-disant maladie, tout cela pour leur permettre à Alifera et à lui de se retrouver seuls quelques instants loin des regards indiscrets. Et une fois malade, tout ce qu'il avait eu à faire, c'était rester caché jusqu'à ce que la reine invente une excuse pour voler sans ses chevaliers dragons. Des mois et des mois d'efforts, des jours et des jours d'attente, des conditions météorologiques parfaites, tout cela pour une heure d'intimité totale. Même Gabi est choquée. Il serra les poings. Il avait une crampe au pied. Il remua les orteils, en vain. Il chercha à changer de position, à mettre ses pieds sous lui. Ce qui ne donna rien non plus, mais quand il renonça, la crampe avait disparu. Finalement, il s'assoupit. Il se réveilla sous un ciel gris écrasant. Tous les muscles de ses jambes se rappelaient à lui. Il fallait absolument qu'il s'étire. Il bâilla, se redressa et afficha un large sourire en découvrant la vue qui s'offrait à lui. Il volait très haut, juste sous les nuages. Alifera aimait ce genre de manœuvre. Je vous lis pas la fin du prologue, parce que je l'ai lu en transversal, donc je sais ce qui va se passer. Ouh. Non, je vous lis pas la fin. Donc c'est bien un trichot. C'est une trilogie, point barre. Il n'y a pas l'air d'avoir de suite, en tout cas pas chez J'ai lu. On va passer ensuite à de la bonne pavasse. Ah, je vous ai pas dit le prix. Celui-là coûte 15,90 € et il fait son petit... Ouais, 1100 pages aussi. 1100 pages aussi. L'écho était un peu plus petit parce qu'il n'y a que deux livres dedans. On passe à un bon bébé qui va faire un petit peu plus que ça. Shannara, la trilogie originale par Terry Brooks. C'est joli. C'est du feu. Alors pour la petite histoire, il y a eu une adaptation en série télé que j'avais commencé à regarder, que j'ai trouvé très intéressante, qui m'a donné envie de lire ce livre. La série télé, je la trouvais pas fifole. Elle faisait un peu cheap en fait. Mais je trouvais qu'il y avait des éléments qui m'intéressaient beaucoup. Je vais vous dire très rapidement après ce que c'était. Non, je vais vous le dire maintenant. Alors, de mes souvenirs, Shannara, c'est un petit peu un espèce de monde post-apo. Donc, c'est une histoire de fantasy qui se passe dans notre monde qui s'est effondré. Donc, j'en sais pas plus. Parce que je m'en souviens plus, là, j'ai dû voir ça à sa sortie. Je sais plus si c'était sur Netflix ou ailleurs, mais je sais plus.
Pour l'illustration de couverture, on est encore avec Johan Blais, qui est très compétent. Pour la traduction, c'est Rosalie Guillaume. Et c'était une intégrale qui coûtait 16,90 €. À vérifier du coup si ça n'a pas changé parce que l'augmentation du prix du papier, etc. Si ça a été réédité. C'est un beau bébé de 1400 pages. Terry Brooks est né dans l'Illinois en 1944. Il est l'auteur de nombreux best-sellers, parmi lesquels les ouvrages consacrés au cycle de Shannara, l'une des plus fameuses épopées de fantasy. L'épée de Shannara fut d'ailleurs le premier de ce genre à entrer sur la liste des meilleures ventes du New York Times. Le présent volume contient les romans initialement parus sous les titres L'épée de Shannara, Les pierres elfiques de Shannara et L'enchantement de Shannara. 1400 pages. C'est du bon bébé, hein. Une prophétie affirme que seul un descendant de Gerl Shannara, portant la légendaire épée, pourra vaincre les armées des ténèbres qui déferleront un jour sur le monde. Le jeune Shea Holmesford était loin de se douter que ce moment approchait à grands pas et que l'élu n'était autre que lui. J'aime bien quand il y a le trope de l'élu. J'aime beaucoup. On a quelques petites cartes que je vais vous montrer. Donc, les terres du Nord. Et les terres de l'Est et de l'Ouest. Il n'y a pas de Sud là-bas. Je déconne. Dédicacé à mes parents qui ont cru en moi. Moi, je trouve ça trop mignon. Alors, il n'y a pas de prologue. On se jette directement dans le premier chapitre. Je vais vous lire un petit bout. Quand Flick Holmesford commença la descente, le soleil qui se couchait déjà derrière les collines à l'ouest de la vallée incendiait l'horizon de rouge et de rose. Sur la face nord, la piste serpentait entre de gros rochers avant de disparaître dans les forêts touffues des basses terres. Mais dans les clairières ou à la faveur des trouées entre les arbres, certains lacets redevenaient visibles de loin en loin. Un sac léger à l'épaule, Flick suivait du regard le chemin familier en marchant d'un pas fatigué. Tanné par le vent, son visage frappait par sa placidité. Seuls ses grands yeux gris révélaient l'énergie qui bouillonnait sous un calme trompeur. Sa carrure, ses cheveux bruns grisonnants et ses sourcils touffus le faisaient paraître bien plus vieux que son âge. Il portait les vêtements de travail amples des gens de la vallée. Dans son sac, des objets métalliques tintaient sans cesse les uns contre les autres. L'air du soir étant frais, Flick resserra le col de sa chemise en laine. Sa randonnée allait le conduire à travers des forêts et des plaines vallonnées qu'il connaissait déjà. Alors que les chênes vénérables et les noyers obscurcissaient un firmament limpide, le crépuscule céda la place au bleu foncé d'un ciel semé de milliers d'étoiles amicales. Mais les arbres géants voilaient jusqu'à ces lumières célestes. Seul dans les ténèbres, le jeune homme suivait un chemin de terre. L'ayant arpenté des centaines de fois, il remarqua vite le calme inhabituel qui régnait sur la vallée. Il manquait le bourdonnement des insectes et les cris des oiseaux nocturnes en quête de nourriture. Flick chercha des signes de vie, mais son ouïe pourtant fine ne détecta rien. Il secoua la tête, mal à l'aise devant ce silence inquiétant, surtout avec les rumeurs sur une créature effrayante aux ailes noires. Quelques jours auparavant, des hommes avaient affirmé l'avoir vu planer au crépuscule dans le nord de la vallée. Comme ça devient un peu inquiétant, qu'il y a la montée d'un mystère, je vais en rester là. Je vérifie juste, il me semble qu'il y a une seconde trilogie dans l'univers de Shannara. Ok, donc il y a la trilogie originale, c'est celle que je vous ai montrée. C'est Shannara, et il y a une suite qui s'appelle L'héritage de Shannara, qui vaut 17,90 €. Et celle-là en valait... Ah bah elle a pris 2 €. Celle-là valait 16,90 € et vaut maintenant 18,90 €. Elle a été publiée en 2015. Je vous lis le pitch de l'héritage de Shannara. Je pense que ça va pas vous causer... Enfin, ça va pas vous déranger. 300 ans après l'épopée de Brin et Jair Holmesford, le jeune Par Holmesford concentre toutes les attentes.
celle des quêteurs, ces redoutables inquisiteurs chargés d'éradiquer les dernières traces de magie, comme celle de la résistance qui voit en lui un allié de poids. Le dernier héritier de l'enchantement de Shannara ne doit cependant pas se détourner de sa mission, lutter contre les ténèbres qui menacent d'engloutir les 4 terres. Ce volume contient les descendants de Shannara, le druide de Shannara et les talismans de Shannara. Alors comme je vous ai dit, il me semble que j'ai vu la première saison de Shannara. J'avais pas trouvé ça fifou, mais je pense que c'est l'adaptation qui pêchait. Série télé américaine en 20 épisodes de 43 minutes sur la série littéraire Shannara et plus particulièrement le roman Les pierres elfiques de Shannara. Donc c'était sur MTV. Ah, ça a été sur Sci-Fi, c'est comme ça que j'ai su. Et on est bien sûr... Ah oui, il y avait Austin Butler, un petit peu connu maintenant, le monsieur. Mais du coup, ça date de 2016-2017 à peu près. Elle est rediffusée en clair sur France 4 depuis 2016. Oula, il a souffert ce livre. Allez, on passe à un bon bébé encore et on quitte J'ai lu pour arriver chez Pocket Jeunesse. Ça fait très longtemps que je l'ai. La guerre des elfes, l'intégrale de Herbie Brennan chez Pocket Jeunesse. Je trouve jolie la couverture. Regardez, tuc tuc tuc. Aussi inventif que Harry Potter, aussi brillant que Philippe Pullman, voici un livre qui illuminera les plus tristes journées d'hiver, dit The Independent. J'avais 1 heure devant moi, j'ai commencé la guerre des elfes. Résultat, je n'ai pas pu le lâcher, j'ai raté 2 rendez-vous et un coup de fil important. Herbie Brennan est un génie, s'il n'écrit pas une suite à la guerre des elfes, je lance une pétition, dit Eowyn Colfer, l'auteur d'Artemis Fowl. Donc c'est la saga complète de 1400 pages, donc il y a la guerre des elfes, l'empereur pourpre, la reine du royaume et le destin des elfes. C'était publié précédemment sous le titre La guerre des fées aux éditions Pocket. L'illustration est de Paolo Barbieri. Ça coûtait 22,90 €, c'est disponible en version numérique et un petit arrobase. C'est un beau bébé, il est lourd. Traduit de l'anglais par Bertrand Ferrier pour les 2 premiers livres et Frédéric Fraisse pour les 2 derniers. Il y a un petit pitch sur l'auteur. Dès son plus jeune âge, Herbie Brennan se passionne pour la psychologie, le paranormal et la physique quantique. Autant de thèmes qu'on retrouve aujourd'hui dans la guerre des elfes. À 24 ans, il devient le plus jeune rédacteur en chef d'Irlande. À 30 ans, il décide de se consacrer exclusivement à l'écriture. Plus de 60 romans suivront, ainsi que des pièces radiophoniques, des livres interactifs à succès et des jeux vidéo. Auteur de best-sellers internationaux, Herbie Brennan vit aujourd'hui dans un ancien presbytère, en compagnie de son épouse, adepte comme lui de sciences ésotériques et d'écriture. Alors, il y a une liste des personnages principaux. Pour Jack, toujours. Et ça, c'est un beau bébé qui fait... Alors, les pages sont pas très épaisses. Qui fait quasiment 1400 pages. Je pense que ça a dû être réédité si c'est dit que c'est un best-seller. Alors, on se lance directement dans le premier chapitre. Je vais vous en lire un petit bout. Moi, je vais vous lire le premier chapitre, parce qu'il n'est pas très long. Il fait 2 pages. Et vous me direz si ça vous plaît. Le jour où sa vie bascula, Henry Atherton s'était levé aux aurores. Il avait laissé la colle de sa nouvelle maquette sécher toute la nuit. Ce matin-là, il n'avait plus qu'à rajouter un petit bâtonnet et quelques décorations. Après quoi, son cochon volant serait terminé. Il lui avait demandé 3 semaines d'efforts, mais aujourd'hui, quand Henry tournerait la manivelle, le cochon agiterait ses ailes de carton et s'envolerait. Même les cochons peuvent voler. C'est ce qu'affirmait le mode d'emploi. À 7 heures, Henry avait bondi hors du lit. À 7h03, il était habillé. À 7h04, il vérifiait si la colle avait bien pris. Rien à redire. Normal, il l'avait laissé reposer assez longtemps. Le secret d'une maquette réussie, c'était ça, ne pas se précipiter. Prendre son temps pour découper les pièces. Avancer étape par étape. Les instructions insistaient là-dessus. Il fallait procéder étape par étape. Laisser largement à la colle le temps de sécher. Moyennant quoi, les maquettes avaient beau être
avaient beau être en carton, elles étaient quand même aussi solides que le Taj Mahal. La preuve, Henri en avait déjà 7 dans sa chambre, dont une qui représentait justement le Taj Mahal. Mais aucune de ces maquettes n'arrivait à la cheville du cochon volant. Celui-ci cachait un mécanisme complexe d'engrenage qui permettait à l'animal de s'élever du sol en battant des ailes. En tout cas, c'est ce qui était écrit. Henri allait le tester dans un instant. Avec son ongle, je pose le livre, il est très lourd. Avec son ongle, il creusa un petit trou pour y placer le pic. Après cela, ce serait fini. Mis à part les décorations, bien sûr, simple fignolage. Cependant, placer correctement le pic n'était pas si facile que ça. Pour tout arranger, on ne pouvait être sûr d'avoir trouvé le bon emplacement qu'après avoir essayé. Et le problème, c'est que si on essayait et que le pic fût mal placé, on risquait de casser le mécanisme. Il y avait un avertissement en rouge dans la notice de montage. Pic mal placé, danger pour le mécanisme. Je vous montre. Mais si on plaçait correctement le pic, alors là, on était un dieu. Henri pensait l'avoir placé convenablement. Il examina son travail. À la base, un cube noir, le socle. Sur le côté, un écriteau. Les cochons peuvent voler. Devant, une manivelle. Au-dessus, un poteau et contre lui, le cochon, bien rose et bien joufflu, ses ailes si habilement pliées qu'elles étaient invisibles. La maquette était terminée. Il ne restait plus qu'à apposer les décorations. Rien ne pressait. C'était un détail qui n'avait aucune influence sur le mécanisme. Le moment de vérité était arrivé. Henri respira un bon coup, tendit le bras et tourna la manivelle. Doucement, le cochon s'éleva le long du poteau, libérant ses ailes de carton. Lorsqu'il atteignit le haut de l'axe, un mécanisme indécelable se bloqua et le maintint dans les airs. Le cochon battait des ailes. Pour le faire redescendre, il suffisait de tourner la manivelle dans l'autre sens. Mais Henri n'en fit rien. Il laissa le cochon en l'air battre et rebattre des ailes. L'écriteau n'avait pas menti. Les cochons pouvaient voler. « Wesh !» s'exclama le garçon en levant le poing. Ça a l'air d'être... J'avais commencé à le lire parce que j'ai un marque-tapage au 9. Donc ça a l'air d'être un livre quand même bien jeunesse, à partir du collège j'imagine. Contrairement aux autres livres qui sont plus adultes je pense. Mais bon... C'est des livres que j'ai depuis un sacré paquet de temps parce que La guerre des elfes, ça date de, allez, pleurons ensemble, 2011. Peut-être temps que je le lise, hein, histoire d'amortir le prix que ça m'a coûté. Il coûtait d'ailleurs 22,90 €, je pense que je vous l'ai déjà dit. Donc voilà, ça c'est des sagas que j'ai envie de lire, que j'ai en ma possession, donc il n'y a plus qu'à, hein, vous allez me dire. Mais comme je suis en train d'en relire d'autres, etc. Donc en fait quand je m'y mettrai, je vous le dirai, évidemment. Je pense que je ferai, ça dépend de l'humeur, soit je ferai des vlogs lecture un petit peu pas à pas comme j'avais fait pour Catherine Ardenne et L'ours et le rossignol pour le moment qui a été posté sur la chaîne. Mais où je peux faire une chronique une fois que j'ai tout lu, etc. La guerre des elfes, ça paraît quand même bien jeunesse, donc je pense que ça peut le lire assez rapidement. Mais hyper lourd. Mais il ne faut pas dormir sur le dos et s'endormir avec ça. Hein. Enfin, il ne faut pas lire sur le dos dans son lit et s'endormir avec ça parce que ça, vous allez vous payer un cocard. Hein. Ça serait con. Donc voilà, c'était une longue vidéo. Je crois que j'en ai encore 2. Parce que j'ai des sagas qui me font envie et que je n'ai pas, que j'ai été farfouillée sur Booknote ou Babelio. Et j'ai aussi relire ces sagas qui m'ont transportée. Donc vous voyez, voilà, ça fait un cycle de 5 vidéos sur des sagas que j'ai lues, que j'ai envie de lire, que j'ai envie de relire. J'en posterai une à peu près par mois, grosso modo. Et du coup, quand j'aurai avancé dans ces lectures-là, je vous en parlerai évidemment et je vous dirai ce que j'en pense. Si vous avez déjà lu une de ces sagas ou si vous avez envie de le lire ou au contraire pas du tout, que vous avez déjà lu quelque chose d'un de ces auteurs que ça vous a pas plu, n'hésitez pas à le dire. Hein. Les commentaires, c'est fait pour ça. Donc à tout bientôt, rêvez tout grand et lisez les bouquins qui sont dans votre bibliothèque depuis 10 ans. Salut!